ici, le partage, donc Rémi, c'est une des personnes qui m'inspire le plus en termes de force mentale. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il lui est arrivé quelque chose dans sa vie où je pense que Rémi il avait le choix, comme nous tous, quand il nous arrive quelque chose, c'est est-ce qu'on se laisse abattre ou est-ce qu'au contraire on va l'utiliser pour en faire quelque chose de puissant. Donc je vais vous demander de faire un maximum de bruit et d'accueil pour Rémi Fourière, s'il vous plaît. Merci mon pote. Et merci à tous d'être venus si nombreux, d'avoir rempli cette salle. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir de voir tous ces visages attentifs depuis le début. Et je vais vous partager un bout de mon histoire. Mais au-delà des mots, au-delà du récit, ma plus grande volonté ce soir, c'est que certaines paroles, certaines situations résonnent avec vous dans votre propre vie. Cette conférence, on va la vivre ensemble. C'est pas moi seulement qui vais parler et vous qui allez écouter. Je m'appelle Rémi Fourière. Quand j'avais 11 ans, on m'a diagnostiqué la maladie de Crohn. Donc la maladie de Crohn, c'est une maladie auto-immune. C'est une maladie de l'entièreté du système digestif. Et comme son nom l'indique, auto-immune, c'est le système immunitaire qui s'attaque à lui-même. Il a l'impression que c'est un ennemi pour lui-même, donc il s'attaque à lui-même. De l'entièreté du système digestif, on peut avoir plein de symptômes. Ça peut aller de symptômes très très bénins, puisqu'en fait c'est une maladie qui peut être bénigne, comme elle peut être vraiment très sévère. Les symptômes bénins, ça peut être des aftes dans la bouche, tout connement, des petites douleurs au ventre. Et moi, malheureusement, depuis le départ, j'ai eu l'un des cas les plus sévères qui existent. On est plusieurs dans ce cas, mais c'est un cas qui est assez rare. Et depuis que j'ai été diagnostiqué, elle ne s'est jamais reposée. C'est-à-dire que je suis en crise permanente depuis que j'ai 11 ans. J'étais en train de faire la transition entre le CM2 et la 6e, et au lieu de pousser les portes du collège, j'ai poussé les portes de l'hôpital, qui est devenu très rapidement ma deuxième maison. Et 11 ans, c'est un peu spécial parce que c'est un âge où on se construit. Vraiment, c'est un âge où on se construit physiquement, mentalement, on passe à un grade au-dessus. Aller au collège, c'est quand même une sacrée expérience. On attend tout ça avec impatience et je suis passé à côté, en parallèle, on va dire. Quand le diagnostic tombe, très rapidement, étant donné que c'était un cas sévère, tous les traitements les plus lourds se sont succédés. Donc j'ai eu un cathéter central au niveau du cœur. Pendant des mois, je ne mangeais pas. J'étais alimenté par perfusion. J'ai eu même une formation avec ma mère pour rentrer à la maison, pour pouvoir brancher et débrancher. Et j'allais à l'école, enfin au collège, avec ce cathéter et j'avais vraiment peur qu'on me l'arrache. Ensuite, j'avais ce qu'on appelle du gavage. C'est hyper sympa comme nom. J'avais du gavage, donc je me mettais une sonde dans le nez tous les soirs et je l'enlevais le matin pour aller au collège, ou des fois je ne l'enlevais pas et j'allais au collège avec ma sonde scotchée sur la joue, ce qui, vous l'imaginez bien, était une bizarrerie pour les gens, pour les collégiens qui déjà de nature ne sont pas très magnanimes. À cet âge-là, on est tous à se tirer un peu dans les pattes et là, étant donné qu'en plus avec les traitements et la maladie, c'est une maladie qui fait du yo-yo, énormément de yo-yo en termes de poids. Donc on passe je suis passé de quelqu'un qui était rachitique à quelqu'un qui était quand même assez bien portant, l'un et l'autre se succédant. Ensuite, et je vais vous dépeindre ça rapidement parce que c'est vraiment pas ça l'important et j'ai pas envie que vous vous focalisiez là-dessus, sur les traitements. Mais
à partir de mes 14 ans, donc très très rapidement, j'étais à l'hôpital, c'était vraiment, ma vie était là-bas et je me sentais presque mieux là-bas. Mais à partir de mes 14 ans, j'ai eu cette profonde intuition que l'on est, notre état naturel, c'est un état de joie et un état de santé. Je ne sais pas d'où ça me venait, mais en tout cas, je le sentais au plus profond de moi. Donc en fait, tout naturellement, je suis allé chercher. Je suis allé chercher par moi-même et j'ai ouvert les premières portes qui étaient les portes de la spiritualité. Alors j'ai commencé par, on va dire, la porte la plus facile d'accès, la plus attrayante que quand on est un occidental. C'est justement la porte du bouddhisme. Donc j'ai fait tout ce qui était dit par rapport à ça. Donc je voulais tuer mon ego, je voulais pardonner à tout le monde. Et puis bon, au fil du temps quand même, je me rends compte que l'ego, c'est quand même sympa, ça sert. Et que finalement, l'ego pour nous, c'est notre personnage ici sur Terre. Vous avez chacun un personnage, on a tous un personnage, c'est notre ego. C'est ça le jeu de la vie. Si on le tue, il n'y a plus de jeu. Donc s'ensuit toute une série d'expériences et d'expérimentations qui vont durer 20 ans. J'ai fait énormément de jeûnes de plusieurs jours, 4, 5, 6 jours. J'ai testé énormément de régimes alimentaires. Je suis passé de régime crudivore. Donc crudivore, on ne mange que des fruits et des légumes crus. On ne mange que ça. À des régimes carnivores, régime cétogène, régime sénialais. Je suis allé dans la psychogénéalogie, dans l'EFT, la TFT, le chi, le breathwork, les voyages astro. Je suis parti partout, jusqu'à même me retrouver en haut d'une montagne en 2019, en haut d'une montagne en Californie du Nord, à Mont Shasta, où après une aventure chamanique, j'étais parti avec un chaman qui a choisi mon lieu de ce qu'on appelle une quête de vision. Donc la quête de vision, l'idée c'est de rester plusieurs jours en nature, sans distraction aucune, et de se retrouver seul avec soi-même. Et alors, vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est très très difficile, mais il y a 5-6 ans, ça l'était tout autant. Et l'idée, c'était de tracer un cercle de 3 mètres carrés, de faire des prières aux dieux chamaniques et de rester pendant 3 jours sans manger, juste avec un petit peu d'eau, sans montre, sans portable, pour se retrouver avec soi-même. Et je me souviens que cette expérience, elle m'a marqué à vie parce que, au bout d'un jour ou deux, j'ai ressenti mon mental se décoller. Je l'ai vu même se décoller. C'est-à-dire que j'ai vu comme si le mental était une personne à part entière et qu'il s'était décollé comme du papier peint. Et en fait, ce mental précisément faisait barrière à mon moi profond, à ce qu'on pourrait dire higher self, celui qui veut, celui qui est. C'était une expérience très intéressante qui n'a pas trop duré puisque le mental est très vite revenu en revenant à la sociabilisation. Et maintenant, je vais vous parler de la plus grande expérience de ma vie. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand j'avais 4 ans, mes parents m'ont proposé de faire soit un sport, soit un instrument de musique. J'ai choisi le tennis et la batterie. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que je m'en souviendrai toute ma vie, je ne sais pas comment, pourquoi, mais je me souviens qu'on avait le droit de tester plusieurs instruments dans une année. On appelle ça une année musicale. Tous les 2 mois, on change. Et puis en fait, je suis arrivé dans cette pièce, avant même de commencer, j'ai vu la batterie au fond, et j'ai fait, je veux faire ça. Pourquoi, comment, j'en sais rien. Est-ce qu'on me l'a donné? Mystère, chacun ses croyances. En tout cas, s'en est suivi 15 ans de conservatoire. Ensuite, je suis devenu prof pendant 12 ans, professeur de batterie. J'ai fait des tournées françaises. J'ai enregistré plus de 8 albums. Et je le disais tout le temps, je voulais mourir sur scène. Et puis, fin de cycle, finalement, je me rends compte que je veux
à mon grand étonnement, faire autre chose, mais pas parce que je n'aimais plus la batterie, parce que c'était simplement un changement d'énergie que je ressentais en moi. Donc je brûle tous les bateaux, j'appelle tous mes élèves de batterie, des élèves que j'avais depuis 10 ans des fois, et je leur dis, bah, écoutez, on va arrêter là parce que je vais partir voyager. Je vais tout arrêter, je vais partir voyager. Et je suis parti voyager, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu au Mexique, j'ai fait des road trips aux États-Unis avec eh bien ce handicap puisque les opérations ont continué avant. J'ai eu plus de 40 opérations. On m'a posé une poche sur le ventre il y a 10 ans maintenant. Et puis, de fil en aiguille, en faisant tous ces voyages, et ben, très naturellement, j'ai commencé à prendre une GoPro et à filmer un petit peu tout ce qui bougeait et à faire des vlogs. Et puis, c'était tellement impactant, ça venait quelque part remplacer un petit peu l'énergie de la batterie, que j'ai fini par monter une société quelques années plus tard de réalisation et je suis devenu réalisateur. Et des vlogs de voyage, je suis passé au Zénith de France, à Dubaï, à Los Angeles, à des missions humanitaires au Maroc. Tout ça en tant que réalisateur. Et puis l'année dernière, en 2024, après avoir justement un petit peu trop travaillé, j'ai fait un burn-out. Jusque-là, c'est pas si étonnant et même les personnes qui n'ont pas forcément de problème de santé auraient eu la même chose. Mais le problème, c'est que ce burn-out m'a fait faire une rechute très sévère de la maladie et je me suis retrouvé encore une fois à l'hôpital pendant quasiment toute l'année, dans le sens où je faisais des allers-retours, 2 semaines à l'hôpital, 2 semaines chez moi, 2 semaines à l'hôpital, 2 semaines chez moi. C'était une période qui devenait de plus en plus sombre et où j'avais tellement de souffrances qui revenaient et je m'étais tellement sur-mindseté pendant des années, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que le mental est incroyable. À un moment donné, je pensais, avec tout ce que je m'étais mis dans le cerveau comme confiance, je pensais que je n'allais jamais mourir. Mais vraiment, je pensais que je n'allais jamais mourir physiquement, que je serais le premier homme qui ne mourrait jamais. Et j'ai volontairement un peu cassé ce truc parce que je me suis dit qu'avec la mort, la vie est bien plus intéressante. Et donc je reviens à cette année dernière où c'était devenu tellement de souffrance et c'est pas le mot, mais une désolation de retomber dans toutes ces choses que j'avais vraiment eu à cœur j'avais tout fait pour ne jamais arriver là, pour ne jamais plus revenir à l'hôpital. Et pour la première fois de ma vie, j'ai voulu tout abandonner. Ce qui a été très étonnant, et je me suis même étonné moi-même, parce que je suis quelqu'un qui aime la vie au plus haut point. J'aime les gens, j'aime partager, j'aime qu'on soit ensemble ce soir, et jamais, au grand jamais, même mon histoire ne m'a fait penser à des dingueries comme le suicide. Jamais. Mais l'année dernière, vraiment, c'était tellement dur que j'ai explosé à l'hôpital. Je suis parti en sanglots pendant des heures, et vraiment, je me disais, bah, si je devais mourir sur la table d'opération demain, parce que j'enchaînais les opérations et c'était des choses assez graves, les médecins reparlaient de refaire une opération, l'ablation totale de mon rectum, car il y a risque de cellules cancéreuses, et qui dans mon cas serait très très puissante. Et en fait, je me suis posé, et je me suis, tout en pleurant et en étant vraiment très mal, je me suis posé cette question. Ça va paraître bête parce qu'on dirait presque une question Instagram, honnêtement, aujourd'hui. On voit toujours ces choses-là. Est-ce que vous aurez des regrets? Ce genre de choses. Je me suis vraiment posé cette question. Je me suis dit, est-ce que tu es heureux vraiment? Enfin, je veux dire, tu es heureux de ce que tu vis, de ce que tu as fait et de ce que tu fais aujourd'hui? Et la réponse n'est jamais ni noire ni blanche. C'est toujours un juste milieu, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. Parce que réaliser des productions, c'était une passion et ça me faisait partager avec les gens. Donc c'est ce que j'aimais. Et par contre, il y avait ce produit, ce montage qui était entre vous et moi.
qui était entre les clients et moi, qui était entre le public et moi. Et je ne supportais plus ça. Je voulais revenir dans du contact véritable en face à face, comme on le fait aujourd'hui. Et donc, cette année, j'ai commencé à dire non à de plus en plus de clients, jusqu'à décider de liquider ma société. Et juste après cette conférence, je descends à Marseille pour faire ma dernière prestation lors d'un événement. Je finis la liquidation en fin d'année. Et en début d'année 2026, je reprends mon plus grand rêve, qui est de devenir batteur international. Je ne pouvais pas mourir en me disant, mais t'as même pas essayé? Sérieusement? Enfin, tu vois le délire? C'est fou. Donc, je finirai parce que j'ai déjà un petit peu dépassé et il va falloir du temps parce que ceux qui vont suivre vont être incroyables également. Vous savez déjà tout de vous. Vous savez déjà tout de vous. Vous avez tous gagné. On a tous gagné. Ce n'est qu'un jeu. Et vous pouvez choisir vraiment quel personnage vous va le mieux, quelle décision vous voulez prendre. Et sachez que n'importe quelle que soit la décision que vous choisirez, ce ne sont que des situations que vous pouvez rattraper. Vous pouvez faire toutes les side quests du monde. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez revenir à la première. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Rémi.